avait envisagé en fait ses peintures comme des peintures pour le futur. Elle avait pris conscience que en fait ses œuvres n'étaient pas de son temps, de son présent, mais pour le présent du futur. Et nous sommes le présent de son futur. Et je pense que l'exposition Hilma af Klint au Grand Palais va montrer combien non seulement elle est effectivement une maître incontournable de la modernité, mais qu'elle est en résonance avec des préoccupations d'aujourd'hui. Hilma af Klint naît dans une famille d'officiers de marine, donc plutôt un milieu relativement conservateur, qui ne la prédispose pas complètement à une émancipation aussi radicale que l'on connaît aujourd'hui. La famille va passer tous les étés sur une île, l'île d'Adolso, qui se trouve à 50 km au nord de Stockholm. Et c'est là que Hilma af Klint a tout le loisir d'observer la nature, et elle a une relation très holistique, très globale avec la nature. C'est là presque une approche un peu éco-spirituelle de la nature. Elle maîtrise parfaitement le dessin, ses dessins naturalistes de plantes par exemple le montrent bien évidemment. Et puis ensuite, donc, elle produit à l'issue de l'école des beaux-arts des paysages post-impressionnistes, des portraits historicistes qui bien évidemment ne sont pas ce qui fait qu'aujourd'hui on s'intéresse à elle, puisque parallèlement donc, elle rentre aussi dans les milieux spirites. Elle adopte l'écriture automatique dans un groupe qu'elle s'est constitué, le groupe des 5, et on voit très très bien comment progressivement elle construit en fait son propre espace d'émancipation. La mort de sa sœur, donc à l'âge de 10 ans, va aiguiser son intérêt pour ces questions. Et Hilma af Klint est très intéressée par cette dimension de sororité. Elle trouve là en fait un moyen de solidarité au féminin. Alors les séances sont des séances qui dialoguent avec des êtres supérieurs, des guides spirituels, des anges. Elle les appelle par leurs prénoms, Amamiel, Grégor. Et puis elle commence par des lectures, des évangiles, des lectures de textes théosophiques. Donc c'est un brassage culturel, la théosophie à laquelle elle adhère en 1904, qui est cette sorte de tentative de religion universelle qui essaierait de faire la synthèse entre le bouddhisme et le christianisme. Donc on voit très très bien comment en fait Hilma af Klint va absorber tous les courants spirituels pour créer un imaginaire qui va l'aider à assumer de pouvoir en fait porter une œuvre comme celle-ci. Les anges lui disent « Tu vas faire les peintures paradisiaques », on passe du petit griffonnage des carnets de dessin automatique Spirit à un tout autre projet avec des dimensions qui n'ont plus rien à voir. Et bien très très vite, dès la première série qui est montrée ici, Chaos primordial, son œuvre est absolument marquée par cette question d'une construction extrêmement fluide des genres. Le jaune, la couleur au masculin, le bleu, la couleur au féminin. Et puis apparaît le vert. Le vert, c'est la synthèse des deux, c'est-à-dire en fait la possibilité du troisième genre. Et cette série montre aussi d'emblée la liberté d'Hilma af Klint. Alors les 10 plus grands résument un des moments de culmination de son grand œuvre, 10 tableaux pour les 10 âges de la vie. C'est-à-dire qu'en partant en fait d'un tableau typique de l'art nordique populaire qui s'intitule L'escalier de la vie, avec des personnages qui passent du berceau donc au cercueil et qui montent l'échelle et ensuite la descendent par décennies. Eh bien, Hilma af Klint transforme le projet en un tout autre dispositif pré-psychédélique, totalement hypnotique, qui n'est plus du tout narratif, qui est totalement décoratif, floral, des couleurs invraisemblables, une gamme qui n'existe pas à l'époque, des roses chères, des oranges acidulés, mais le tout avec une surface de matité qui est fascinante. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la brillance, on est dans la lumière intérieure.
Rudolf Steiner, qui va produire lui-même sa propre pensée autour de ce qu'il appellera l'anthroposophie. C'est vraiment une figure tutélaire pour Hilma af Klint. Elle le rencontre à Stockholm en 1908. Elle le sollicite pour avoir son avis sur les œuvres. C'est important pour elle parce que Rudolf Steiner considère que la pratique artistique est essentielle au développement spirituel de l'individu. Et elle ne reprend en fait qu'à partir de 1912. Donc, ce qui explique aussi effectivement un changement un tout petit peu stylistique. Dans la série du Cygne, par exemple, elle alterne de manière très désinhibée entre la figuration et l'abstraction. Elle ne pense pas l'abstraction comme la sortie de la figuration, mais au contraire comme un des moyens de circuler sur les plans de réalité. Il y a le plan terrestre, on reconnaît les formes, et puis très vite, dès qu'on passe sur les plans supérieurs, le plan astral, le plan mental, on est déjà tout de suite vers des formes de plus en plus élémentaires, géométriques, ce qui fait d'ailleurs que, pour moi, elle est déjà postmoderne avant l'heure. On les appelle les peintures du temple, pas pour rien, parce qu'elle les destine à un temple. Elle veut construire un bâtiment en spirale, d'ailleurs, ascensionnel, pour essayer d'accompagner le spectateur dans cette montée spirituelle. Elle lui trouve même un lieu, l'île de Vén, V-E-N. Le temple n'a jamais, bien évidemment, été construit. C'est quelque chose qui reste en suspens. Elle a été confrontée justement en fait à une invisibilisation. Personne ne voulait ni la voir, ni la regarder, encore moins l'interpréter. Donc c'est sur cette base-là qu'elle s'est fixée l'idée que, somme toute, son œuvre n'était pas du tout pour ses contemporains, mais pour le contemporain qui serait celui du futur. Et donc, elle avait donné effectivement une consigne dans les années 30 dans un carnet. Elle avait signé d'un signe de croix les œuvres dont elle estimait qu'il ne fallait les présenter que 20 ans après sa mort. Dans les années 60, la famille veut donner l'ensemble de l'œuvre aux collections nationales du Moderne Museum. Le don est refusé. Il faudra attendre à nouveau un peu plus tard. Et donc, c'est vraiment qu'à partir des années 2000, c'est-à-dire l'entrée dans le 21e, que effectivement l'accélération en quelque sorte du regard et de l'intérêt que la culture contemporaine a porté sur son œuvre a opéré. Et donc là, on peut dire que quand elle pense ses peintures pour le futur, elle le pensait pour le siècle futur. Et la prophétie est auto-réalisée.